Ce n'est bien sûr pas un hasard si les périodes d'éclosion de la culture, de développement, d'épanouissement de la culture se font à des périodes où l'on se trouve dans des périodes de croissance économique, d'une manière globale, je dirais. Il y a un lien étroit, bien sûr, entre le temps libre et d'autre part les conditions matérielles qui permettent évidemment à un certain nombre d'individus appartenant à une classe sociale, celle des possédants. Il y a donc un lien étroit qui va permettre justement l'utilisation de ce temps libre pour s'adonner aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit ne se résument pas, bien sûr, à la culture au sens où on l'entend habituellement. Déjà dans l'Antiquité, et je ne prendrai bien sûr ici qu'un seul exemple, le reste nous prendrait trop de temps et ce ne serait d'ailleurs pas l'objet de ma causerie d'aujourd'hui. À Athènes, on sait depuis longtemps maintenant, ceci a été mis en évidence, que la démocratie ne serait pas née si Athènes, au 5e siècle avant notre ère, n'avait pas connu un mode de production esclavagiste. Ce sont des choses qui ne se disent pas suffisamment dans l'enseignement secondaire et c'est la raison pour laquelle, en introduction de mon propos, je voudrais y revenir en quelques minutes. En effet, c'est pour pouvoir se rendre régulièrement sur l'apnyx à l'Ecclésia, il fallait que les citoyens athéniens puissent disposer de temps libre, justement. Et ceci n'était possible que parce que l'esclavage était largement répandu et que d'autres individus que les citoyens, et ceux-ci étaient beaucoup plus nombreux que les citoyens, pouvaient s'adonner à des tâches dont étaient ainsi, de cette manière, déchargés les dits citoyens. Ce n'est pas un hasard aussi si la philosophie, l'histoire, les sciences se développent au 5e siècle avant notre ère en Attique. Il y a un lien étroit donc entre les conditions de production, autrement dit le cadre matériel dans lequel vivent les individus, et d'autre part leur possibilité à consacrer un temps important de leur vie à réfléchir à l'organisation de la cité, à pouvoir délibérer, à pouvoir voter. Et de la même manière qu'il faut du temps libre pour pouvoir s'adonner à ce que l'on appelle généralement les choses de l'esprit. Je voudrais maintenant renvoyer à une époque plus récente, celle des années 1960, où en France, on voit se développer tout un courant, quand je dis un courant, on pourrait dire plusieurs courants, dans le domaine des sciences humaines. Il s'agit, en changeant évidemment ce qui doit être changé, d'un miracle français au même titre que l'on a pu parler de miracle grec au 5e siècle avant notre ère. C'est effectivement dans les années 1960 et au début des années 70 qu'en France éclosent des théories nouvelles dans le domaine de la sociologie, de l'anthropologie,
des sciences politiques, de la psychologie, de la psychanalyse, de la philosophie, de la théorie littéraire et enfin de l'histoire elle-même. C'est l'époque justement que l'on appelait celle des Golden Sixties. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une période de l'histoire dont on oublie parfois qu'elle a permis le développement d'une pensée qui nous influence toujours aujourd'hui, mais qui était déterminée également par des conditions matérielles particulières sur lesquelles je vais m'attarder. Le sujet de ce cours portera donc sur culture et société des notables en France au XVIIIe siècle. Vous voyez bien que je n'ai pas limité le titre à culture et société en Europe, ou en France plus exactement, au XVIIIe siècle. J'ai volontairement ajouté le terme notable pour indiquer que cette culture des Lumières s'est développée dans, dans une classe particulière, celle qui avait du temps libre pour penser, pour écrire et surtout aussi pour se rencontrer dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant une sociabilité particulière, une sociabilité de classe. Il sera donc ici question de l'aristocratie, il sera question aussi des bourgeois qui, avant même la Révolution française, ont établi des liens importants et je vais essayer de le démontrer à partir d'un certain nombre d'institutions qui se mettent en place à ce moment-là, qui s'étaient déjà mises en place au siècle précédent, du XVIIIe siècle, donc au XVIIe siècle, et que ce que l'on appelle le creuset des idées nouvelles est effectivement d'abord un creuset social. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs le côté brillant, le côté profond des thèses qui vont être émises au XVIIIe siècle, comme celle de bonheur pour tous, de progrès d'humanité, qui, au XIXe siècle certainement, a guidé des bourgeois à entraîner et à se battre même pour faire avancer la société, donc dans la voie de la réduction des inégalités. Mais il ne faudrait pas oublier que ces intellectuels bourgeois du XIXe siècle appartenaient à une classe sociale et que donc ceux-ci, le développement de leur pensée, et je le dis pour une dernière fois, était lié à ce que les Romains appelaient l'otium. L'otium, c'est-à-dire le temps libre par opposition au travail dur qui était celui des esclaves. L'otium, ce n'est pas le repos, c'est le temps libre ce sont les loisirs que l'on consacre justement aux choses de l'esprit. En grec également, le travail des esclaves est tout à fait déconsidéré, le travail sale, le travail matériel, le travail des mains, alors que le travail intellectuel se trouve, valorisé par opposition justement à ce travail des esclaves. Mon exposé comprendra deux parties. Je vais essayer de montrer par quelle médiation les rencontres ont pu se faire au XVIIIe siècle dans ce qu'il est convenu d'appeler le siècle des Lumières. La première de ces médiations, c'est l'écrit. La seconde de ces médiations, ce sont les rencontres physiques.
Je commence donc par les médiations de l'écrit qui sont les plus anciennes. La médiation de l'écrit a pris une place tout à fait considérable à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, dirions-nous, à partir de l'humanisme, lorsque les intellectuels échangent des correspondances de plus nombreuses entre eux, et ces correspondances vont connaître une véritable explosion au XVIIIe siècle. Il suffit de penser à Voltaire, dont on a retrouvé 1400 correspondants. Je pense également à Diderot, bien sûr. Je pense également à Grimm. Ces auteurs avaient, ces écrivains, ces intellectuels, entretenaient une correspondance abondante, constante, avec les intellectuels, mais pas seulement avec les intellectuels, aussi avec les dirigeants politiques, les princes donc, qu'ils ont influencés dans un certain nombre de cas. Pensons à la correspondance de certains de ces philosophes avec Frédéric II, par exemple, ou avec Catherine II, avec ses souverains que l'on appelle habituellement des despotes éclairés. Et l'adjectif, l'épithète ici, n'est évidemment pas sans intérêt. On peut un petit peu considérer ces correspondances qui deviennent de plus en plus nombreuses au XVIIIe siècle, on peut les comparer à ce qui se produit sur Internet depuis, je ne sais pas, 25-30 ans maintenant. Tout le monde connaît les réseaux sociaux et on insiste souvent sur l'aspect négatif des réseaux sociaux. On fait référence aux fake news, on fait référence à la diffusion de lieux communs qui se répandent parmi le grand public. Il est question d'ailleurs en France d'établir une législation contre ces fake news. D'ailleurs, des grands opérateurs comme Google, par exemple, font eux-mêmes leur propre police, mais évidemment dans le cadre de l'idéologie bourgeoise puritaine américaine. Lorsqu'on a le malheur de poster, comment dirais-je, une information où dépasserait un petit bout de sein directement, l'information est supprimée, est censurée, alors qu'il y a toute une série d'informations qui sont beaucoup plus dangereuses, si je puis dire, parce qu'un sein finalement ce n'est pas dangereux du tout, et même plus, alors qu'il y a toute une série d'informations qui nuisent considérablement à la démocratie et qui, elles, ne sont pas censurées. Donc il s'agit d'une censure, je dirais, à deux vitesses, et ce type de censure des bien-pensants n'est évidemment pas un progrès pour l'humanité d'une manière générale. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que je l'ai découvert seulement il y a quelques années, parce que je suis, je l'ai déjà dit, un historien préhistorique, et donc il m'a fallu du temps pour m'adapter aux nouvelles technologies, et c'est seulement, il y a 6 ans maintenant, que j'ai acheté une tablette, donc un petit ordinateur, qui me permet donc de diffuser sur une chaîne YouTube mes conférences, mes cours, mais où j'ai pu choisir des amis, entre guillemets, sur Facebook, avec lesquels, amis avec lesquels j'entretiens une abondante correspondance quotidienne. Et mes amis, je les choisis principalement, à part des amis personnels, bien entendu, et des amis avec lesquels je travaille dans le domaine, je milite dans le domaine politique,
je l'ai choisi surtout dans le monde intellectuel, dans le monde artistique, et ça m'a permis effectivement, grâce à cette correspondance, d'établir toute une série de liens qui n'ont aucun but opportuniste, vu mon âge, pour ma carrière bien sûr, mais qui m'ont permis d'entretenir des correspondances extrêmement intéressantes sur le plan intellectuel avec des chercheurs, des savants, pas seulement francophones, mais aussi anglophones, germanophones, italiens, voire espagnols ou portugais, enfin lusophones, c'est-à-dire brésiliens. Donc, je voudrais un petit peu comparer donc le phénomène d'Internet à ces correspondances qui se développent au XVIIIe siècle et où des intellectuels parviennent à établir des liens solides, durables pendant des dizaines d'années avec des correspondants qui se trouvent de l'autre côté de l'Europe. Heureusement donc, grâce à Internet, un saut qualitatif, ou plutôt quantitatif, peut-être pas qualitatif, mais quantitatif, a pu être fait, et vous pouvez comme ça être en connexion avec des tas de gens qui vous apprennent plein de choses et qui vous donnent des informations sur des sujets, comment dirais-je, très rapidement dans la journée, sur des sujets qui vous interrogent et où vous ne trouveriez pas sur Wikipédia ou sur un moteur de recherche comme Google des informations aussi pertinentes. Maintenant, je vous ai dit qu'à côté de la médiation de l'écrit, il y a aussi la médiation des rencontres. Et c'est surtout sur cet aspect-là des choses que je voudrais insister. Ces lieux de rencontre, je vais les étudier avec vous ici en partant des plus ouverts vers les plus fermés. Les plus ouverts, je vais commencer par traiter des cafés, ensuite je vais aborder des milieux plus élitistes, sans aucun doute, sur le plan social, les salons, et sur le plan intellectuel, les académies, et plus particulièrement les académies de province, pour finir enfin vers des lieux plus fermés, quoique, à savoir les loges maçonniques. Enfin, dans ma conclusion, j'essaierai de tirer un certain nombre d'idées forces de mon propos, et de réfléchir un petit peu sur la postérité de cette sociabilité des notables en France au XVIIIe siècle. Je commence donc, comme je vous l'avais indiqué, par ces lieux de rencontre les plus ouverts, à savoir les cafés. Alors depuis quand datent ces cafés? Eh bien, ces cafés sont comment dirais-je, un phénomène assez récent. On peut dire vraiment que le XVIIIe siècle marque, comment dirais-je, il y en avait déjà au XVIIe siècle, mais marque vraiment l'explosion de ce type de lieu de rencontre. Mais comme toujours, il faut s'interroger sur les conditions matérielles de l'ouverture de ces cafés. Et ces cafés sont, on n'y penserait peut-être pas tout de suite, alors que c'est évident, sont liées à l'exploitation des colonies, colonies où l'on exploite dans des plantations où travaillent des esclaves justement du café, où l'on exploite également, comment dirais-je, des cannes à sucre. Et tout ceci va permettre l'ouverture d'un nouveau type de commerce qui vont permettre justement la rencontre de ceux qui disposent non seulement des moyens que pour pouvoir consommer dans ces cafés, et consommer, je dirais, des produits exotiques, c'est-à-dire des produits de luxe à l'époque, il ne faut pas l'oublier, et qui vont leur permettre aussi de trouver un moyen de rentabiliser, si je puis dire, leurs loisirs sur le plan
commercial et sur le plan intellectuel. Parce que les cafés, ce sont des endroits où l'on conclut également des affaires, où les négociants se rencontrent, mais où l'on parle également de l'actualité, où l'on parle également de littérature, voire de choses philosophiques. Mais entendons-nous bien, les cafés ne sont pas les lieux par excellence où l'on va parler de, comment dirais-je, de choses extrêmement élevées, puisque d'autres endroits sont réservés à ce type d'occupation. Donc, dans les cafés, on discute, on lit aussi. On lit. Ce sont des endroits où on lit. D'ailleurs, puisque je vis à Bruxelles, je vois un petit peu partout des cafés maintenant qui sont des cafés, donc on revient à une vieille tradition, des cafés où il y a des petites bibliothèques, il y a des rayons où reposent un certain nombre de livres, et c'est un des moyens, comment dirais-je, pour attirer le chaland et pour lui permettre, le cas échéant, d'attendre sa consommation. Mais il y a des gens qui, effectivement, peuvent passer 1 heure ou 2 dans un café alors qu'ils sont seuls, rien qu'à lire. Et ils n'ont pas besoin d'apporter quelque chose, un livre, puisque sur place, ils vont trouver des livres de qualité diverses, mais il suffit de connaître les cafés pour savoir ce que l'on va y trouver. Alors ces cafés vont devenir extrêmement nombreux. On compte qu'à la veille de la Révolution française, donc en 1789, il y avait plus de 1000 cafés en France. Donc vous voyez l'importance que ces cafés ont pu avoir. Un des premiers cafés à avoir été, comment dirais-je, ouvert à Paris, c'est le Procope, à l'époque de la Régence. À côté des cafés qui ont, comment dirais-je, qui s'adressent non pas aux pauvres, bien entendu, mais qui s'adressent à la petite bourgeoisie, on pourrait le dire, il y a d'autres institutions où là, on va parler de choses plus sérieuses. Il s'agit de milieux mondains. Premier endroit, lieu de fréquentation où se rencontrent l'aristocratie et les bourgeois, et c'est important de noter donc qu'avant la Révolution française, les aristocrates et les bourgeois se rencontraient. On oublie aussi parfois que, et d'ailleurs il y a une étude de Chaussignan, Guy Chaussignan-Nogaret qui l'a montré il y a déjà un petit temps dans certains de ses ouvrages, et là en particulier qui s'intéressait aux gens de finance et plus particulièrement à la noblesse qui, comment dirais-je, investissait dans le commerce, et ceci en dérogeant peut-être et même certainement à leur qualité de nobles, mais en ayant des hommes de paille et en tirant les ficelles par l'intermédiaire justement de ces intermédiaires. Quant aux bourgeois, ils lisent de plus en plus. Il va y avoir d'ailleurs, à partir de 1751, une grande entreprise qui va être mise sur pied, à savoir l'encyclopédie des arts, des lettres et des sciences, sous la direction d'Alembert et Diderot. Il s'agit véritablement d'une entreprise étudiée entre autres par Robert Darnton, un historien américain, qui a fait une étude très poussée sur le succès de l'encyclopédie et qui a montré toute l'histoire, je dirais, des ateliers successifs de typographes qui ont publié l'encyclopédie. Darnton montre également les relations difficiles qui se sont mises en place avec le pouvoir pour ces éditeurs.
Et là, on voit que l'encyclopédie va être achetée par beaucoup de gens. Alors, la question est toujours de savoir combien de gens qui l'ont acheté l'ont lu. Ça, c'est une autre question. Ceci dit, dans les correspondances, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre comment dirais-je, de lettrés de l'époque, de bourgeois, l'ont lu. Ça, on le voit aussi. Mais comme vous le savez, il y a des tas de gens qui ont pu, maintenant, c'est par voie d'Internet que cela se fait, via des disques durs, mais longtemps, il y a des démarcheurs qui se rendaient chez des particuliers pour leur vendre l'Encyclopædia Britannica ou l'Encyclopædia Universalis. Et ces encyclopédies, à part quelques rares moments, étaient destinées à s'empoussiérer dans les domiciles des dits petits ou grands bourgeois, parce que ça faisait bien d'avoir des ouvrages reliés, un folio comme ça, dans sa bibliothèque. Donc, posséder des livres, les montrer appartient aussi à un mode de démonstration sociale, de montrer que l'on ne possède pas qu'un capital financier, mais que celui-ci sert aussi à l'achat de biens qui servent à montrer le capital culturel au même titre. Enfin, c'est Bourdieu qui a expliqué tout ça, que d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, etc., etc. Donc, il y a donc des endroits où les aristocrates et les bourgeois se rencontrent, c'est important, avant la Révolution française, donc il n'y a pas cette césure nette comme ça apparaît souvent lorsqu'on parle de la réunion des États généraux et la réunion des trois ordres, avec le clergé, la noblesse et les tiers États, donc il n'y a pas de rupture entre ces classes possédantes, elles se trouvent du même côté de la barrière, même si leur idéologie n'est pas la même au départ, mais justement il va y avoir une évolution dans l'idéologie des classes possédantes, puisqu'elles vont se fondre, en tout cas partiellement, déjà au XVIIIe siècle. Il y a ainsi la perpétuation d'une tradition qui s'est mise en place déjà au XVIIe siècle, ce sont les salons. Alors, au XVIIe siècle, on sait bien que les salons ont été animés par des femmes qui appartenaient à la noblesse, voire à la haute bourgeoisie. Cette tradition va se développer, se renforcer au XVIIIe siècle, par exemple avec Madame de Tencin, chez laquelle on rencontre Montesquieu, Marivaux, l'anglais Bolingbroke, où Voltaire n'est pas accepté parce qu'il est trop anticlérical. On trouve également le salon de Madame du Téfan, que Jean d'Ormesson a dit, à propos de laquelle il a dit qu'elle serait certainement entrée plutôt aujourd'hui à l'Académie française, et c'était les usages de l'époque qui étaient ceux d'une société patriarcale qui ne lui ont pas permis d'y rentrer, donc il y a de cela 250 ans. Donc chez Madame du Téfan, on trouve des personnages comme Turgot, qui sera plus tard contrôleur général des finances de Louis XVI. On y trouve aussi Condorcet, qui est jeune encore à l'époque. Et on y trouve Voltaire, en revanche. Il y a aussi Madame Geoffrin, mais qui, elle, s'intéresse plutôt à l'art de son époque, et où l'on ne trouve pas donc le même type de conversation que chez Madame de Tencin et chez Madame du Téfan. Donc, ces salons, ce sont des salons, en fait, des salons mondains, mais où, sous forme de miroir, des gens qui appartiennent à la classe des possédants, des propriétaires, des moyens de
production, pour l'immense majorité d'entre eux, se rencontrent et où ils peuvent donc se renvoyer, comme je le disais, en miroir l'image de ce qu'ils sont, ça les valorise, mais où il y a quand même, en termes de contenu, des conversations très intéressantes qui sont échangées, où l'on s'échange des informations, pas seulement sur l'actualité, sur les livres, sur des auteurs qu'il faut lire à cette époque-là. Ce phénomène n'a pas complètement disparu aujourd'hui, même s'il y a aujourd'hui des plateaux de télévision, mais hélas de moins en moins. Non pas que je veuille défendre ici les salons, certainement pas, mais enfin, vous savez, l'émission de Tadei ou d'autres ont complètement disparu. Il y a bien encore aujourd'hui l'émission La Grande Librairie de Busnel, mais à part il n'y a plus grand-chose qui a au fond succédé de loin à l'émission culte de Bernard Pivot, apostrophe. Voilà. Donc, dans ces salons, on discute et c'est par cette voie que vont se diffuser ces idées modernes, ces idées nouvelles qui sont celles des Lumières. Entendons-nous bien, dans certains de ces salons, il y a le développement, grâce à ces discussions, de l'esprit critique, mais il ne faudrait pas quand même oublier que ce sont aussi des lieux de conformisme, où se renforcent des idées de classe, même si ces classes sont en voie d'évolution, ou plus exactement, ce ne sont pas les classes qui sont en voie d'évolution, c'est l'idéologie qui s'adapte progressivement à un monde nouveau et s'adapte bien sûr non pas, même si les apparences le laissent accroire, comment dirais-je, ces idées, ces idéologies, cette idéologie en fait s'adapte aux nouvelles conditions matérielles, aux rapports de force, à un mode de production qui est en voie de développement rapide et qui va donner cette société donc industrielle et bourgeoise au XIXe siècle, donc au moment de l'apogée de la révolution industrielle. Autre lieu de rencontre élitiste, alors cette fois essentiellement sur le plan intellectuel, ce sont les académies, et surtout les académies de province. Au XVIIe siècle déjà, des académies étaient nées en Italie, en Angleterre aussi, en France, mais en France ce sont des académies d'État. 1635, l'Académie française, qui a pour objectif, elle a pour initiateur Richelieu, donc le principal ministre, pour utiliser l'expression de l'époque du roi Louis XIII, l'Académie française qui est fondée dans le but de canaliser, au fond, et de surveiller les écrivains de telle manière qu'ils travaillent dans le sens du pouvoir. Ceux-ci étant pensionnés, et comme sans ces pensions, ils ne disposent pas vraiment de fortune personnelle, ils iront tout à fait logiquement dans le sens du poil. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les choses se poursuivent avec les académies créées à l'époque de Louis XIV et par Colbert. Il y a toute une série d'académies qui sont créées, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des inscriptions et de belles-lettres, qui est en fait une académie qui aujourd'hui réunit des grands érudits, des grands savants, des historiens principalement, mais qui au départ est une académie qui est destinée à faire la propagande du roi Soleil par le biais justement des médailles et des inscriptions sur les monuments. Au XVIIIe siècle, il y a donc un phénomène nouveau qui apparaît, qui est un phénomène qui sort des institutions d'État
qui sont spécialisées. Ce sont les académies de province qui ont été étudiées dans sa thèse par Daniel Roche. Académies de province qui vont se développer au départ, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Dijon, et puis ces académies vont surgir dans toute une série de grandes villes de province. Au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, elles sont au nombre d'une vingtaine. Elles comprennent 6000 membres. Donc, si vous faites le ratio entre d'une part les cafés dont je vous parlais tout à l'heure et qui sous-traitent, si je puis dire, les idées des Lumières, dans beaucoup de cas, il y avait 2000 cafés. Ici, il y a seulement une vingtaine d'académies. Évidemment, ça s'adresse à une toute autre catégorie de la population. Il y a 6000 membres ici, approximativement. Et quelles sont les catégories sociales que l'on rencontre dans ces académies? Eh bien, justement, on voit qu'il y a un mélange, mais un mélange choisi, entendons-nous bien, non pas de toutes les classes de la société, certainement pas, mais des classes qui vont tenir en main, au fond, le pouvoir par la suite. Il y a 40% de membres de la noblesse, 40% de membres de la bourgeoisie, et on trouve une vingtaine de pourcents de clercs, c'est-à-dire de ceux qui appartiennent au clergé et qui s'adonnent à l'érudition, à la recherche à cette époque-là. Donc, les centres d'intérêt de ces académies sont beaucoup plus larges que ceux des académies spécialisées mises en place par le pouvoir, principalement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle en France. Ces académies vont avoir un rôle important, parce que 6000 membres, ce n'est pas beaucoup, bien sûr, à l'échelle de la France. Retenez que à l'époque de Louis XIV, il y a 20 millions de Français. Je donne un chiffre rond, c'est le chiffre global qu'a donné Pierre Houbert dans son célèbre ouvrage « Louis XIV et 20 millions de Français », et qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a 28 millions de Français, ce qui prouve quand même que le XVIIIe siècle est bien un siècle de croissance démographique extraordinaire pour des raisons que j'ai développées dans d'autres cours. Mais donc 6000 individus, c'est peu, mais quand même, ces individus ont un rôle quand même, qui jouent un rôle dans la diffusion d'un certain nombre d'idées, justement. Donc on voit bien ici que les nobles et les bourgeois se rencontrent, qu'ils rencontrent également des membres du clergé, parce que le clergé au XVIIIe siècle est encore très important, avant la Révolution française. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer dans ce que j'allais parler du tiers-monde. Mais entendons-nous bien, je ne parle pas d'un tiers-monde social, d'un tiers-monde plutôt géographique dans l'espace mondial. Je ne parle pas non plus d'une partie de la population sous-développée, bien au contraire. Mais il se fait que le milieu dont il va être question, qui est un milieu fermé, parce qu'on n'y entre pas comme ça, aussi facilement, parce qu'il y a des enquêtes et puis il y a des initiations. Je parle ici des loges maçonniques. Si je parle d'un tiers-monde, c'est-à-dire à côté des salons et à côté des académies qui sont des milieux élitistes, entendons-nous bien, élitistes pourquoi ? Élitistes sur le plan social ou élitistes sur le plan intellectuel, on peut dire ici que les loges maçonniques, tout en restant élitaires, sont quand même plus démocratiques. Entendons-nous bien, démocratiques, je veux dire par là que il n'y a pas ce degré, comment dirais-je,
comment dirais-je, élitiste sur le plan intellectuel que l'on trouve dans les deux premiers lieux de rencontre. Donc, si j'utilise le mot plus démocratique, qui est un mot d'ailleurs qu'on utilise à tout vent aujourd'hui et à des fins tout à fait inappropriées, et peut-être qu'ici je l'utilise d'ailleurs d'une manière inappropriée, je veux dire ici que ça s'ouvre à un public qui ne peut pas rentrer dans les salons, parce que ce sont des roturiers, ou parce qu'ils n'ont pas, je dirais, un niveau intellectuel qui leur permettrait d'être cooptés dans le cadre d'une académie. Alors, quelle est l'origine de la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est née en Angleterre au début du XVIIIe siècle. On peut dire que c'est à partir de 1725 que la franc-maçonnerie, à partir du moment où une grande loge unie d'Angleterre est créée, qu'elle va vraiment se développer très rapidement. Donc dès cette époque-là, déjà 1721, oui, enfin je dis 21 parce que c'est le moment où une première loge, à ma connaissance en tout cas, est fondée en France. Il va s'agir d'un phénomène qui va connaître une ampleur extraordinaire. Beaucoup de gens vont vouloir rentrer dans les loges, d'autant plus que c'est plus facile, comme je l'ai dit, que d'y entrer là plutôt que dans un salon ou dans une académie. C'est beaucoup plus facile. Quel est le but de la franc-maçonnerie? Eh bien, la franc-maçonnerie a pour objectif tout d'abord la liberté, l'égalité, la fraternité entre tous les êtres humains, même si, en considérant la sociologie des loges maçonniques, on voit bien que tout le monde ne peut pas y rentrer, à commencer par les femmes elles-mêmes, même s'il y a des loges d'adoption pour les femmes qui sont créées, mais qui sont des annexes des loges masculines, si je puis dire. Il y a toute une série de... Voilà, il faut quand même appartenir au moins à la petite bourgeoisie pour pouvoir y rentrer de fait. La franc-maçonnerie a des objectifs de philanthropie, de bienfaisance au XVIIIe siècle. Elle a des objectifs également où on développe la fraternité, entre autres choses par des agapes, c'est-à-dire des banquets où les frères, puisqu'il n'y a pas de sœurs à cette époque-là, les frères mangent, boivent. Voilà, il ne faut pas considérer que la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle est hautement intellectuelle. Le phénomène de la lecture de planches, c'est-à-dire de conférences, se développe essentiellement au XIXe siècle et a toujours cours aujourd'hui. Je vous ai parlé d'un véritable succès de la franc-maçonnerie. En effet, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française, on compte aux environs de 50 000, je dis bien 50 000 francs-maçons en France. Ce qui est quand même un chiffre considérable. C'est un chiffre considérable. Considérable pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il ne faut pas oublier que l'analphabétisme, ou en tout cas l'illettrisme, est très largement répandu. Qu'il faut attendre, en fait, comme vous le savez, les lois des années 1880 en France pour que Jules Ferry institue, en tant que ministre de l'Instruction, donc l'enseignement obligatoire, l'enseignement laïque, l'enseignement gratuit, et ceci au niveau de l'enseignement primaire. Donc vous voyez qu'il faut encore attendre un siècle. Donc c'est pour ça que ce chiffre de 50 000 est considérable. Suite à l'épuration, suite, comment dirais-je, à l'envoi dans les camps de francs-maçons pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque du régime de Vichy, la maçonnerie va voir ses effectifs fondre véritablement, au point que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
c'est-à-dire, et de la libération de la France, c'est-à-dire en août-septembre 1944, c'est à ce moment-là, il n'y a que 50 000 francs-maçons. Donc vous imaginez, après 2 siècles, on est retourné aux chiffres du XVIIIe siècle, je dis bien 2 siècles après, alors que la franc-maçonnerie avait connu un succès prodigieux sous la Troisième République en France, car on a pu calculer que pratiquement près de la moitié des parlementaires et du personnel politique de la Troisième République étaient francs-maçons. Étaient francs-maçons. Donc, il faut compter qu'il y avait pratiquement un tiers des francs-maçons qui avaient survécu ou qui ne l'avaient pas abandonné, en tout cas en 1940, lorsque les lois de Vichy interdisent la franc-maçonnerie. Et au fond, aujourd'hui, il y a 175 000 francs-maçons en France. On est pratiquement, on dépasse à peine, je dirais, le nombre de francs-maçons avant 1940. Voilà, pour vous donner quelques chiffres, quelques ordres de grandeur. Alors, qui trouve-t-on dans ces loges maçonniques? Eh bien, je vous ai dit, on ne trouve peut-être pas un public aussi élitiste que dans les salons et que dans les académies, mais on y trouve beaucoup de marchands, de négociants, 30% approximativement. On y trouve aussi beaucoup de militaires. On y trouve des nobles, moins nombreux, mais enfin, quand même, comment dirais-je, on en trouve quand même, allez, je dirais, c'est entre, allez, certainement 25% dans les loges au XVIIIe siècle, si pas plus, près de 30% également. Et donc, on peut dire que, oui, une trentaine de pourcents. C'est un chiffre qui me semble correspondre à l'état des recherches. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, parce que je vous parle des bourgeois et des nobles, mais les militaires qui sont, en tout cas les officiers sont souvent des nobles, presque toujours des nobles. Pour être officier, il fallait d'ailleurs être noble sous l'Ancien Régime. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, il y a des rites maçonniques qui trouvent leur origine dans des pratiques militaires et qui étonnent évidemment les profanes au lendemain de leur initiation. Ils se demandent, mais enfin, qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'on trouve des rites, en fait, qui remontent justement au XVIIIe siècle. Le plan militaire. Alors, une autre caractéristique, c'est que dans les loges maçonniques, il va y avoir non pas un nivellement par le bas, mais un nivellement par le haut, si je puis dire. Dans la mesure où les bourgeois vont, enfin les maçons d'origine bourgeoise vont imposer une série de signes, de symboles propres à la noblesse. C'est ainsi que le port de l'épée va devenir une habitude pour l'ensemble des maçons dans les loges. Or, il faut savoir que le port de l'épée était réservé aux nobles. Autrement dit, les maçons bourgeois, lorsqu'ils sortaient de la loge, ne pouvaient plus porter d'épée. Et c'est ainsi que les cordons, que l'on peut encore voir dans certaines manifestations, par exemple en dehors des temples, des cordons bleus, ce qu'en Belgique on appelle des baudriers, en fait ne sont rien d'autre à l'origine que la plus haute décoration en France sous l'Ancien Régime. Et là aussi, ça a été généralisé pour montrer qu'il y avait une égalité parfaite entre tous les frères des loges, les bourgeois et les nobles, effectivement, et qu'aucune distinction ne pouvait exister à l'intérieur des loges. Quand on en sortait, c'était autre chose. Voilà. Donc,
les nobles, les marchands, les bourgeois d'une manière générale se rencontrent dans les loges. Les loges vont jouer un rôle très important dans la diffusion des idées des Lumières. Retenons aussi que les loges maçonniques relèvent d'un phénomène purement urbain. Il y a d'ailleurs aussi des loges qui ne sont pas sédentaires mais qui sont itinérantes. Ce sont des loges de régiment, voilà, et qui bougent en fonction du déplacement de la garnison. Et l'on trouve donc un certain nombre d'intellectuels, même s'il ne faut pas exagérer leur importance, et en tout cas le rôle que la maçonnerie a pu jouer dans leurs écrits, c'est plutôt eux qui ont influencé la maçonnerie. Je pense à des grands penseurs comme Montesquieu, qui a été initié, Voltaire, mais à l'extrême fin de sa vie, à la loge des Neuf Sœurs, Condorcet, et il y a bien d'autres penseurs des Lumières qui étaient francs-maçons. Conclusion maintenant. Conclusion. J'espère qu'on aura bien compris dans le cours que je viens de faire, cette petite causerie sur culture et société des notables en France au XVIIIe siècle, que je voulais, ce qu'on ne fait pas assez, ou ce qu'on ne fait pas du tout d'ailleurs, insérer mon propos dans l'histoire sociale. Dans l'histoire sociale et non pas seulement dans l'histoire intellectuelle. Parce qu'on parle trop souvent des salons, des académies et des loges maçonniques comme étant des phénomènes sociaux, enfin des phénomènes qui se produisent au XVIIIe siècle, mais en oubliant que pour pouvoir aller dans ces salons, que pour pouvoir aller dans ces académies, que pour pouvoir se rendre dans ces loges maçonniques, il faut avoir du temps. Et ce temps, pour l'avoir, eh bien, tout le monde n'en dispose pas. Tout le monde n'en dispose pas. Et d'ailleurs, dans les loges, dans les académies et dans les salons, on n'accepte pas n'importe qui. Dans les salons en particulier, les roturiers ne sont pas, en tout cas, tout dépend de votre niveau de roture, bien entendu, mais il y a des roturiers qui ne sont pas acceptés. C'est le cas de Rousseau, par exemple. Ce n'est pas tellement à cause de ses idées, c'est parce qu'il provient d'un milieu social, n'oubliez pas qu'il vient d'un milieu de coutelier à Genève, et que donc, voilà, il ne fait pas partie des gens bien nés. Alors donc, tous les lieux dont je vous ai parlé, tous ces lieux de rencontre permettent aux élites de se croiser, de s'imprégner mutuellement de leurs valeurs communes, de mettre en place une nouvelle idéologie qui est celle des Lumières, parce que les Lumières sont bien l'expression de la mise en place d'une nouvelle idéologie au sens propre, liée au progrès, au bonheur, et qui vont accompagner la révolution industrielle et la prédominance, l'hégémonie de la bourgeoisie pour donner une coloration de bien-pensants à la bourgeoisie au XIXe siècle. J'espère avoir montré également l'importance de la diffusion des idées, par quels canaux cette diffusion des idées a pu se faire, celle des Lumières. Mais comme je l'ai mentionné également, tout ceci, et je dirais c'est le corollaire, ne concerne pas le peuple. On peut dire que c'est une condition préalable, pourquoi pas, mais ça ne concerne pas le petit peuple. Je vous ai dit qu'il faut attendre finalement les 20 dernières années du XIXe siècle avec les lois de Jules Ferry, qui était franc-maçon, mais qui était d'abord un bourgeois, pour que l'école devienne obligatoire, gratuite et laïque. Alors, Jules Ferry est en même temps, on le sait, un chantre de la colonisation, donc les deux phases de Jules Ferry doivent être mises en évidence. C'est un bourgeois généreux, oui,
pour les Français si vous voulez, les petits Français, mais il ne faut pas oublier que la généralisation de l'instruction s'inscrit quand même dans le programme de la bourgeoisie, parce que on est dans la deuxième phase de la révolution industrielle, au moment où les activités de service vont se développer de plus en plus, le nombre de fonctionnaires va augmenter, et on va avoir besoin, en puisant dans le petit peuple, de gens qui savent lire, écrire et compter. Parce qu'on parle de lire et écrire, mais il s'agit aussi de compter. On va avoir besoin de gens qui savent calculer justement dans les entreprises, non pas à des hauts postes, mais à des petits postes. On a besoin de petites mains. Donc, derrière un acte généreux, il faut peut-être voir quels étaient les intérêts portés par ces lois et par ce bourgeois qu'était Jules Ferry, même s'il peut avoir des côtés sympathiques par ailleurs, mais le rôle de l'historien n'est pas de distribuer des bons points de morale à l'un ou à l'autre, mais d'essayer de comprendre comment une dynamique se met en place au sein même de l'organisation sociale. Je vous montre maintenant quelques livres. Je commence tout d'abord par des ouvrages généraux, très généraux même, de Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des Lumières, chez Artaud, collection Les Grandes Civilisations. Alors, je vous ai dit que ces lieux de rencontre appartiennent à l'histoire des villes. Donc, je vous montre l'ouvrage dirigé par Georges Duby dans l'histoire de la France urbaine, le tome 3, qui porte sur la période qui nous intéresse, la ville classique. Donc pour comprendre le milieu sociologique dans lequel évoluent toutes ces institutions. On y trouve des chapitres rédigés par Roger Chartier, qui entre-temps est devenu professeur au Collège de France, par Guy Chaussinan-Nogaret, dont je vous ai parlé, par Hugues Neveu, aujourd'hui décédé, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui fut professeur au Collège de France et qui est en fin de vie aujourd'hui, et avec la collaboration également de Bernard Quillet. Je ne sais pas s'il vit encore, mais en tout cas il est retraité. Voilà. Alors Daniel Roche est évidemment l'auteur dont il a été question ici, puisqu'il a fait une thèse de doctorat sur les académies de province au XVIIIe siècle en France, évidemment l'auteur le plus important. Je vous montre tout d'abord un ouvrage qu'il a publié chez Fayard, La France des Lumières. Ouvrage tout à fait fondamental pour mon propos d'aujourd'hui. Alors un ouvrage encore plus fondamental par rapport au sujet, Les Républicains des Lettres, genre de culture et lumière au XVIIIe siècle. Alors là, c'est l'ouvrage sur lequel je me suis basé, ouvrage fondamental. Alors, de Chaussinan-Nogaret, Le citoyen des Lumières, aux éditions Complexes. On voit Voltaire qui est en train de faire un discours à une table. C'est dans la collection historique. Alors de Marc Fumaroli, ça concerne plutôt le XVIe et le XVIIe siècle, mais c'est un ouvrage également fondamental pour mon propos, ne fût-ce que pour l'introduction que j'ai pu faire tout à l'heure. La République des Lettres par Marc Fumaroli. Collection Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Du même auteur, Quand l'Europe parlait français.
Tiens, je vais peut-être vous montrer la couverture des Républicains des lettres de Daniel Roche, parce que l'on y voit sur la couverture une scène qui se passe dans le salon de Madame Geoffrin. C'est un tableau qui se trouve à la Malmaison et qui a pour auteur Le Monnier. J'espère qu'on le verra bien à l'écran. Alors, de Christophe Pomian, collectionneur, amateur et curieux, Paris-Venise, 16e, 18e siècle. Bibliothèque des Histoires, Gallimard. Alors, sous la direction de Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, Histoire de la lecture dans le monde occidental, en point Histoire au seuil. Alors, Danton, que j'ai cité tout à l'heure, L'aventure de l'encyclopédie, un best-seller au siècle des Lumières chez Perrin. Pierre Chevalier, Histoire de la franc-maçonnerie française, tome 1, La maçonnerie, école de l'égalité, 1725-1799, chez Fayard. Et on voit une initiation sur la page de couverture. Il s'agit d'une initiation au grade de maître. D'Alain Le Bihan, franc-maçon et atelier parisien de la Grande Loge de France au XVIIIe siècle, Paris 1973, c'était publié par la Commission d'histoire économique et sociale de la Révolution française. Alors, la revue XVIIIe siècle a consacré un de ses numéros thématiques à la franc-maçonnerie, c'est le numéro 19 qui date de 1987. Et on voit effectivement ici un temple maçonnique, mais qui est idéalisé. Et enfin, pour terminer, de Roger Chartier, les origines culturelles de la Révolution française, au seuil dans la collection L'Univers historique. J'ai dit